Bonjour à toutes et à tous. Elle est en train de bouleverser notre existence, de modifier profondément nos conditions de vie en société. Nous allons nous demander aujourd'hui comment encadrer, comment réguler l'intelligence artificielle, ces programmes et algorithmes qui permettent de simuler une forme d'intelligence donnant capacité à des machines de réaliser des tâches, voire même des raisonnements habituellement réservés aux êtres humains, outils technologiques qui peut aussi être détourné, ce qui en fait une menace pour l'individu et une arme contre les libertés individuelles. Nous en parlons donc aujourd'hui avec deux invités, Marine. Avec Christophe Grudler, député européen et vice-coordinateur de la Commission Recherche, Industrie et Énergie, qui travaille sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur l'intelligence artificielle. Bonjour Christophe Grudler. Bonjour. Nous sommes aussi avec Yann Ferguson, chercheur enseignant à l'Institut catholique d'arts et métiers de Toulouse, membre du Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle de l'OCDE. Spécialiste des mutations du travail, il consacre ses travaux à l'éthique de l'intelligence artificielle. Bonjour Yann Ferguson. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui sur Sud Radio. Messieurs, la Chine et les États-Unis ont incontestablement un temps d'avance dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'Union européenne compte bien rattraper son retard, favoriser l'innovation tout en régulant les pratiques les plus risquées. C'est donc l'objectif de la Commission européenne qui a publié en avril sa proposition de règlement sur l'intelligence artificielle. Un texte qui doit désormais être discuté au Parlement européen. Un large débat devrait s'engager autour de ces propositions. Christophe Grudler, vous êtes donc en train de travailler sur ce texte. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer sa philosophie ? Est-ce que je résume bien si je dis qu'il s'agit à la fois de développer l'intelligence artificielle tout en encadrant les risques qu'elle fait peser, et en particulier sur les droits fondamentaux ? Écoutez, c'est un bon résumé. Il y a à la fois les droits fondamentaux des êtres humains d'un côté et l'innovation technologique et industrielle qui arrive et qu'on ne doit pas louper, nous, Européens. Je rappelle quand même qu'on a loupé la précédente révolution industrielle qui était celle de l'Internet. Si aujourd'hui vous avez 5 GAFAM, si vous avez les Chinois qui s'y mettent aussi et que l'Europe est totalement absente de ce domaine, c'est qu'il y a quand même une faute à la base, c'est qu'on ne s'est pas occupé de ces questions-là il y a 20 ans. On se préoccupait davantage de laisser un peu le marché global tourner. Aujourd'hui, on a vraiment des préoccupations à la fois éthiques et la volonté également de renforcer nos entreprises par l'innovation industrielle sur lequel il faut vraiment qu'on puisse lancer nos chercheurs, lancer nos entreprises pour que la recherche et l'innovation permettent à l'Europe d'être présente avec des outils industriels importants. Est-ce que vous soutenez cette proposition déposée fin avril par la Commission européenne ? Alors, je vous rappelle juste, oui, je soutiens le principe, évidemment, Oui. mais maintenant, le travail législatif va commencer. C'est-à-dire que, pour peut-être la présenter rapidement, donc la Commission a établi, on va dire, 4 niveaux de risque, et sur lesquels il y aura des propositions d'intervention différentes. Donc, tout d'abord, les applications à risque faible, ça peut être par exemple l'anti-spam sur les ordinateurs, faible ou quasiment inexistant, là, il n'y aura pas de réglementation particulière. Après, vous avez ce qu'on appelle ça c'était les applications sur lesquelles il n'y a aucun risque. Après, vous avez des applications à risque faible sur lesquelles il faut absolument qu'il y ait de la transparence pour l'utilisateur. Si vous êtes sur un ordinateur et que vous parlez avec un personnage virtuel et qui n'est animé que par une intelligence artificielle, il faut que vous le sachiez. Si vous avez, par exemple, ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire vous savez qu'aujourd'hui, avec une intelligence artificielle, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Oui. Il faut que ça soit identifié clairement, comme à la télé, on peut parler d'une interview honteusement truquée, par exemple. Il faut que l'utilisateur soit vraiment informé que c'est l'intelligence artificielle qui est en train d'agir. Ensuite, il y a les applications à risque élevé, sur lesquelles, là, il faudra vraiment des mécanismes de supervision et un encadrement des entreprises, avec éventuellement des sanctions financières qui s'imposeront. Tout ce qui est en fait sélection des individus. Et donc là, vous avez quand même, c'est là où il y a le plus grand risque en fait. Pour rentrer à la fac, on va vous faire un profil. Si ce profil se retrouve peut-être auprès de votre banquier, auprès d'autres, etc., pour d'éventuelles embauches futures, vous pouvez être pénalisé. Donc, il faut que ça soit vraiment dans le cadre strict de l'inscription en fac, par exemple. Et puis, la dernière catégorie, ce sont les applications dangereuses. Et celles-là, elles sont totalement proscrites dans l'Union européenne. On n'en veut pas. Donc, c'est tout ce qui, en fait, correspond en fait, au contrôle des individus. Les systèmes de reconnaissance biométrique à distance, par exemple, qui est très en cours en Chine.
Ou le contrat social, vous savez, c'est un système chinois qui permet, par exemple, si vous n'avez pas payé votre amende de stationnement, Oui. eh ben, quand vous prenez le métro, ben, la porte ne s'ouvre pas parce que vous n'avez pas payé votre amende. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont pour nous des atteintes aux libertés individuelles, une atteinte aux droits fondamentaux de l'Union européenne, et donc on veut totalement l'interdire. Et avec ce cadre-là, maintenant, on va arriver au Parlement et le Parlement va voir où est-ce qu'il faut moduler, où est-ce qu'il faut peut-être en mettre davantage de protection, peut-être un peu moins pour permettre justement à l'innovation d'avancer. Et donc, voilà, c'est un travail méticuleux qu'on va faire. Alors, nous, la commission Industrie et Recherche, puisque c'est nous qui avons cette question-là en compte, mais Oui. également avec nos collègues des commissions juridiques et liberté individuelle, puisqu'on va faire ça évidemment ensemble. Alors, Yann Ferguson, vous qui êtes, je le rappelle, chercheur, enseignant à l'Institut catholique des arts et métiers de Toulouse, spécialiste des questions de mutation du travail et de l'éthique de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous pensez de ces propositions mises sur la table par la Commission européenne? Vous pensez que c'est une philosophie équilibrée de vouloir à la fois permettre l'innovation technologique dans ce domaine de l'intelligence artificielle tout en régulant les pratiques les plus risquées? Ouais, je pense que c'est l'approche qui est pertinente. Bien sûr que on a conscience que par rapport à des grandes puissances de l'intelligence artificielle qui n'ont pas investi dans cet effort de régulation et d'encadrement, ou en tout cas ont investi différemment, eh bien ça peut, pour certains acteurs économiques, donner le sentiment que ça va les ralentir dans l'accès à l'innovation. Si ça peut ensuite accélérer le passage à des innovations plus responsables, développer la confiance envers les systèmes d'intelligence artificielle. Et bien, je pense que ce temps que l'on prend en amont pour encadrer l'innovation, ça peut être du temps gagné pour développer la confiance envers l'intelligence artificielle, qui peut être une confiance citoyenne, évidemment, mais aussi la confiance des industriels envers des systèmes qui sont robustes, qui sont fiables, qui sont certifiables. Ça, c'est un enjeu extrêmement important, parce que on est sur des systèmes d'intelligence artificielle qui rendent difficile la reproductibilité d'un résultat à des niveaux de performance systématisés. Donc si on arrive à développer ce cadre de confiance, à prendre ce temps en amont, eh bien, ça peut être du temps gagné une fois que les systèmes d'intelligence artificielle arrivent entre les mains des utilisateurs et des acteurs économiques et des citoyens. Cette démarche de régulation, c'est quelque chose d'inédit à l'échelle de la planète. Il y a peu d'États en réalité qui se sont lancés dans une telle démarche, Yann Ferguson. On n'a jamais, de mon point de vue, autant parlé d'éthique envers une technologie. Donc ça, c'est plutôt généralisé. Ce que l'on constate, par contre, ce sont des initiatives d'éthique, de développement de chartes éthiques autour de l'intelligence artificielle, qui sont parfois pilotées par les mêmes acteurs qui développent l'intelligence artificielle dans leurs produits. Par exemple, il y a eu ce qu'on appelle les 23 principes d'Asilomar, qui sont souvent avancés comme une belle initiative en matière d'intelligence artificielle, mais en fait, elle est largement financée par les industriels qui développent l'intelligence artificielle par ailleurs. Et ce que l'on peut suspecter, c'est que c'est une manière finalement de montrer à la puissance publique qu'il est inutile de faire ce travail que l'Union européenne est en train de faire, puisque les industriels eux-mêmes sont en train de développer des propositions en matière d'éthique. Mais là, on a un problème d'indépendance, si vous voulez. On est à la fois juge et partie, et donc on n'est pas véritablement très dans le développement d'un cadre éthique extrêmement rassurant. Donc ça, c'est une autre initiative. Après, à un niveau plus mondial, puisque je fais partie d'une initiative mondiale qui a été lancée en 2018 par Justin Trudeau et Emmanuel Macron et qui réunit 19 pays, on essaie d'avoir une réflexion éthique autour d'une IA responsable, autour d'un certain nombre de sujets. On ne peut pas aboutir au même niveau de régulation que ce qu'on peut avoir au sein de l'Union européenne, qui est particulièrement intégrée, mais on essaie au moins de se mettre d'accord sur ce qu'on appelle des bonnes pratiques en matière d'IA responsable. Aujourd'hui, on est 19 pays. Au prochain sommet de l'intelligence artificielle qui sera sous présidence française le 11 et le 12 novembre, on va sûrement intégrer des nouveaux pays. Donc on a cette initiative mondiale à côté qui, encore une fois, sera moins encadrante, moins prescriptive, mais qui est une initiative intéressante puisqu'elle réunit des États, cette fois-ci, de différents continents, puisqu'on a plusieurs continents qui sont représentés.
Christophe Grudler, est-ce que finalement, c'est pas déjà trop tard d'entamer cette régulation dans le domaine de l'intelligence artificielle? Les applications sont déjà extrêmement nombreuses, déjà très poussées. On sait que le processus va prendre du temps, processus législatif au niveau européen. Est-ce que finalement, cette régulation va arriver à temps? Est-ce qu'on n'est pas déjà dépassé par les enjeux? Alors non, on n'est pas du tout dépassé. Et puis je rappelle quand même que l'Union européenne, c'est le premier marché économique au monde. Hmm. Donc en fait, si on fixe des règles, les Chinois ou les États-Unis, par exemple, sont obligés d'en tenir compte et de modifier leurs produits en conséquence, qu'ils n'auront plus de débouchés pour leurs produits qui ne respecteraient pas nos critères sur l'intelligence artificielle. Et puis je vous rappelle quand même également que c'est dans l'Union européenne qu'on a la plus grande base de données industrielles au monde. Et donc, ces entreprises qui travaillent sur ces questions d'intelligence artificielle, elles ont besoin également de ces bases de données industrielles européennes. Et donc, si on fixe des cadres, elles ne pourront pas non plus en faire n'importe quoi. Et Oui. j'allais dire aussi un élément important, c'est qu'à partir du moment où on aura une réglementation européenne qui sera prête en 2022, hein, on va appeler ça comme ça, puisque le Parlement, on va commencer à travailler dans ma commission à partir du mois de septembre, voilà, pour passer en plénière sans doute au mois de décembre. Et donc, tout sera validé avec les États membres en début 2022. Quand vous aurez un standard européen, ça sera plus facile encore d'aller, comme me dit monsieur Ferguson, vers les États-Unis pour dire, écoutez, voilà, créons des standards qu'on va appeler démocratiques pour l'intelligence artificielle, parce qu'on voit bien qu'il y a deux tendances dans le monde. Hein. Il y a la tendance à la surveillance individuelle, plutôt dans les États, on va dire, dictature ou à connotation très forte. Hmm. Voilà, on a envie de surveiller les gens, tandis que dans les pays libres, dans les démocraties, on a envie de les protéger de cette surveillance systématique qu'on veut interdire. Donc en fait, peut-être que le standard européen, allié avec un standard américain, et allié effectivement avec d'autres pays membres de cette union mondiale, permettrait justement d'imposer un respect des gens en même temps qu'une innovation technologique. Vous évoquiez la question de la protection des données en la matière. L'Union européenne a déjà pris notamment eh bien des décisions, ce fameux RGPD dont on parle beaucoup. Évidemment, les données, c'est la base essentielle, hein, sur laquelle repose l'intelligence artificielle. Yann Ferguson, est-ce que le RGPD actuel au niveau européen a montré qu'il pouvait véritablement limiter les dérives? Il y a plusieurs affaires qui montrent que c'est pas forcément le cas, non? Oui, de toute façon, c'est un cadre qui doit être mis à l'épreuve d'un certain nombre d'événements, d'un certain nombre de situations. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, quand on développe des IA d'apprentissage, hein, puisque ce sont ces intelligences artificielles-là qui sollicitent beaucoup de données, eh bien, la RGPD est systématiquement dans la discussion. C'est-à-dire, c'est un passage obligé. Aujourd'hui, c'est un cadre une délimitation du terrain de jeu, j'ai envie de dire, qui est extrêmement intégrée par les acteurs et qui véritablement permet de dire ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, que ce soit dans des applications type plutôt citoyennes, grand public, ou des applications professionnelles. Donc après, il y aura toujours des mises à l'épreuve qui vont rendre difficile l'application stricto sensu, les RGPD. C'est difficile aussi d'aller courir derrière les contrevenants, de faire payer des amendes. On le sait, hein, notamment aux géants américains. Mais c'est aujourd'hui, c'est vraiment un cadre qui est rentré dans la culture professionnelle des concepteurs d'intelligence artificielle et des entreprises qui vont intégrer des applications de l'intelligence artificielle ou autres d'ailleurs. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui a véritablement permis, au moment où l'IA était en train d'arriver à un niveau de maturité suffisante pour qu'on développe des applications, notamment professionnelles, de mettre de l'ordre dans les pratiques. Vous êtes d'accord, Christophe Grudler? Finalement, cette régulation qui a déjà été entamée au niveau des données de la part de l'Union européenne, vous pensez que elle constitue une réelle avancée et que c'est un peu la même chose finalement qu'il faut faire sur le plan de l'encadrement plus global de l'intelligence artificielle?
Complètement. En plus, je rappelle quand même que le numérique, c'est une des deux priorités de la Commission européenne pour cette mandature, hein, enfin des institutions européennes en général pour cette mandature. Donc, en fait, il y a plein d'initiatives qui sont en train d'être prises sur le numérique, dont l'intelligence artificielle, à côté du Green Deal, hein, le pacte vert, qui est la deuxième priorité de la Commission. Et d'ailleurs, les deux peuvent se rejoindre, hein. Je pense qu'en intelligence artificielle, on a aussi des moyens de protéger un peu mieux la planète. Donc, ça va évidemment dans le bon sens. Je voulais juste quand même rebondir 30 secondes pour dire sur les mécanismes de surveillance, de supervision qui seront mis en place. Ils Oui. seront totalement indépendants, hein. Il y a effectivement le risque que les industriels veuillent se autoréguler eux-mêmes pour faire un peu ce qu'ils veulent, en fait. C'est pas propre à l'intelligence artificielle, hein. Dans plein de domaines industriels, ça marche comme ça. Ils se font leur auto-évaluation, puis après ils viennent dire, tenez, chez nous, c'est crédible. Non, ça va pas se passer comme ça. Et puis je peux vous assurer que Thierry Breton, qui est un commissaire au marché commun très actif et qui n'a pas vraiment pour habitude de se laisser faire, ça ne se passera pas comme ça. Avec Margaret Vestager, qui est la commissaire à la concurrence, ça ne se passera pas comme ça non plus. Donc, il y aura quand même une vraie volonté d'imposer un mécanisme de surveillance indépendant sur toutes ces initiatives d'intelligence artificielle, en particulier sur les domaines où il y aura effectivement des risques élevés. Alors, on va poursuivre cette discussion dans un instant. Vous nous appelez également 0826 300 300. De retour sur Sud Radio. Et nous sommes toujours avec Christophe Grudler, député européen et vice-coordinateur de la commission Recherche, Industrie et Énergie. Et puis nous sommes également avec le chercheur, enseignant à l'Institut catholique d'art et métiers de Toulouse, Yann Ferguson. Messieurs, on évoquait avant la pause les enjeux généraux, hein, liés à cette régulation qui se met en place progressivement de l'intelligence artificielle. Parmi les questions qui se posent, elles sont nombreuses. Il y a peut-être aussi la question de la censure des contenus sur Internet, en particulier sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. En d'autres termes, qui doit censurer ces contenus? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux eux-mêmes? Est-ce que ce sont les puissances publiques? Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe Grudler? Est-ce que le projet de règlement que vous êtes en train d'examiner se penche sur cette question? Alors déjà, il faut savoir que s'il y a eu tous ces problèmes de fake news et autres sur le réseau, c'est parce qu'on s'en est pas occupé pendant 20 ans. Et qu'on a laissé la loi de la jungle avec l'arrivée des GAFAM, laisser tout faire et n'importe quoi. Donc clairement, ça va faire partie de notre travail législatif à partir de septembre. On va justement voir s'il peut y avoir des réponses apportées. Mais encore une fois, on est sur du en même temps. Parce que le problème des fake news, c'est qu'il faut en même temps ne pas orienter les contenus dans un sens unique, donc la garantie de l'information libre, hein, et en même temps empêcher de l'information erronée, de la désinformation, de circuler pour pas que les gens en soient intoxiqués. Donc, il y a à la fois une recherche de liberté et puis à la fois un besoin par l'autorité publique d'empêcher de dire n'importe quoi, parce que ça peut être extrêmement dangereux pour nos démocraties si tout le monde peut raconter n'importe quoi et le partager à des centaines de millions de fois, avec des gens crédules qui le prennent pour argent comptant. C'est là que les médias ont aussi un rôle important, et Sud Radio en particulier, à jouer, parce que voilà, c'est à vous de présenter les bonnes informations et de faire aussi de la désintox. Eh bien, écoutez, on essaie de le faire dans la mesure du possible. Yann Ferguson, sur cette question, peut-être des contenus sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Oui, la difficulté de ces contenus sur les réseaux sociaux, c'est que c'est ce qui vient d'être dit, c'est la désintermédiation de l'information, c'est-à-dire que il n'y a plus un tiers responsable entre celui qui a une information, qui la dépose, et puis ensuite l'accès à cette information. Lorsqu'on est sur des médias plus conventionnels comme Sud Radio, comme la presse écrite, eh bien on transite par des professionnels qui ont une déontologie, une responsabilité, et tout le monde admet que c'est de leur responsabilité de filtrer les informations et d'amener aux citoyens l'information qui est la plus fiable possible. Et là, ça ne pose aucun problème à personne. Par contre, la culture, je dirais, de la dérégulation cognitive, c'est-à-dire la dérégulation du marché de l'information qu'il y a sur les réseaux sociaux, eh bien, rend de suite immédiatement suspect toute personne ou tout groupe comme Twitter, par exemple, qui viendrait censurer une information. On se souvient que l'ancien président Donald Trump reprochait beaucoup à ce réseau social qu'on lui supprimait un certain nombre d'informations. Eh bien, dès qu'on
met de la régulation sur ces plateformes, sur ces réseaux sociaux, on commence à crier à la censure, comme s'il y avait deux poids deux mesures. Je crois qu'effectivement, il faut poser de l'intermédiation, générer de la responsabilisation sur ces plateformes. L'intelligence artificielle peut y aider, hein. On sait que une partie des contenus sur les réseaux sociaux est filtrée par l'intelligence artificielle. Malheureusement, une autre partie des contenus est filtrée par ce qu'on appelle cette industrie du clic, c'est-à-dire par des travailleurs qui sont très mal payés et qui sont un peu partout dans le monde et qui ont à filtrer tous les contenus les plus horribles, les plus faux, mais aussi les plus épouvantables qu'il y a sur Internet. On sait que Mark Zuckerberg de Facebook a dû lâcher plusieurs centaines de millions de dollars d'accompagnement psychologique pour ces micro-travailleurs du clic qui rentraient souvent en dépression d'avoir à filtrer toute cette poubelle des réseaux sociaux, en fait. Alors, je voulais aussi vous faire réagir à cette première mondiale dans le domaine de la propriété intellectuelle qui vient d'avoir lieu en Afrique du Sud. Pour la première fois, un brevet a été déposé au nom d'une intelligence artificielle. La machine nommée Dabus a réussi à concevoir seul un récipient alimentaire conservant mieux la chaleur. Il a donc pu être breveté en son nom en Afrique du Sud. Est-ce que ça, Christophe Grudler, ça sera possible un jour en Europe ? Ça me paraît extrêmement bizarre d'accorder un brevet à une intelligence artificielle qui va. Voilà, il y a un moment aussi où l'être humain me semble relativement indispensable. Et ce qui, effectivement, d'être breveté, c'est celui qui a permis à cette intelligence artificielle de surgir. Je voulais simplement en complément vous dire que, Oui. outre le texte sur l'intelligence artificielle, on a d'autres mécanismes européens, d'autres textes qui vont réglementer notamment les contenus de plateforme et autres. C'est le Digital Single Act, DSA, le Digital Market Act, DMA, sur lequel on est également en train de travailler. Et ces textes-là vont être aboutis d'ici très peu de mois. Et il y a effectivement une réglementation qui va arriver contre ces fake news, avec certes un rôle pour l'intelligence artificielle, mais pas que. Il y aura une responsabilité des plateformes qui sera engagée fortement. Donc ça va vers un renforcement de la responsabilité des plateformes. Oui. Bon, alors peut-être revenir sur les dangers qui sont nombreux. Reconnaissance biométrique de masse, développement des vidéos deepfake, notation des citoyens, on l'a évoqué par exemple en Chine, ou encore traitement à grande échelle des données personnelles. Est-ce qu'on a vraiment les moyens, Christophe Grudler, de contrôler toutes ces dérives ? Oui, on a les moyens. Alors évidemment, on a les moyens chez nous, dans l'Union européenne. Ce n'est pas à nous d'aller contrôler ce qui se passe en Chine, puisque c'est un État souverain. Mais si on arrive à imposer des standards que j'appellerais démocratiques ou éthiques, si ces standards, on arrive à les imposer, eh bien, on pourra juguler cette atteinte aux libertés individuelles, les limiter à quelques pays du monde qui, de toute façon, n'ayant pas de marché pour se développer, ne pourront sans doute pas perdurer dans cette voie-là. Parce ce qui se passe en Chine est extrêmement préoccupant en termes de liberté individuelle, le contrat social, la reconnaissance par des algorithmes des gens dans la rue, etc. Et voilà, on n'est pas loin d'un certain nombre de séries de fiction, et malheureusement, la réalité rejoint la fiction. On entend aussi certains chercheurs qui s'inquiètent, par exemple, du projet de passeport biométrique à l'échelle européenne et éventuellement des données qui pourraient être exploitées. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Christophe Grudler ? Ça rejoint un peu le débat qu'on a en ce moment sur le pass sanitaire. Oui, alors oui, ça rejoint un peu, mais c'est effectivement là, vous êtes dans le point 3 du projet de la Commission, c'est-à-dire les applications à risque élevé. Et il y a un risque, il y a une utilité, il y a un risque, en même temps, si j'ose dire. Et donc, c'est là où nous aurons ces autorités de régulation indépendantes qui vont pouvoir s'assurer que les applications sont bien utilisées pour le cadre exclusif pour lequel elles ont été mandatées. Donc, c'est bien là où le texte va permettre d'avoir davantage de surveillance, et bien sur ces applications à risque élevé. C'est-à-dire ça va concerner à la fois les acteurs privés comme publics, parce que comment on peut contrôler finalement l'utilisation des données par les États, par les services de renseignement, par les aspects militaires qui peuvent aussi avoir besoin de telles données, avoir besoin, ou en tout cas avoir la tentation de les exploiter?
Alors là, vous touchez un point extrêmement sensible. En effet, les questions militaires, les questions de souveraineté d'État pour leur sécurité, leur sûreté, Hmm. ne sont pas directement dans le projet de règlement. J'allais même dire qu'ils sont exclus. Hein. Donc, il faut peut-être en parallèle au niveau des États membres. Cette fois-ci, puisque c'est bien c'est pas une compétence européenne. Hein. Le règlement européen, il va s'imposer à tous les États membres Oui, pour le domaine privé, oui. pour le domaine public aussi, mais pas pour le domaine de sécurité militaire notamment. Hein. Donc voilà, il y aura des points à voir, mais je peux vous dire que par exemple en commission de la défense, dont je suis également membre, on travaille sur les questions d'armes autonomes, hein, où l'intelligence artificielle pourrait, et comme dans les films Robocop ou je ne sais quoi, on jette des machines dans la rue et les machines décident de tirer toutes seules sur les gens. Hmm. Ça va être rigoureusement interdit également, mais ce n'est pas dans le cadre de ce règlement, hein, qui ne concerne pas le militaire pour l'instant. Yann Ferguson, sur ce point, sur l'utilisation par les acteurs publics, par les États, des données via l'intelligence artificielle. Là, est-ce qu'on n'a pas une zone grise quelque part en ce qui concerne les réglementations? Moi, ce que je remarque, en tout cas dans les applications que j'étudie dans les travaux pour le partenariat mondial, c'est que, au contraire, tout ce qui relève des IA dans les collectivités, des IA, des systèmes d'IA pour gérer l'action publique ou intervenir dans l'action publique, au contraire, il y a une conscience éthique extrêmement élevée. C'est peut-être là qu'on a les discussions éthiques les plus engagées, les standards éthiques les plus élevés. Je vais vous donner un exemple, puisque on est sur un sujet qui peut paraître proche du système chinois. Ce n'est pas parce qu'on met pas en place le crédit social chinois qu'on ne va pas utiliser de l'intelligence artificielle pour traiter les images amenées par les caméras de vidéosurveillance dans les villes. On sait que beaucoup de villes ont parié sur des systèmes de vidéosurveillance. Oui. Il y a des IA qui analysent les images pour soulager les policiers du visionnage permanent de ces images et pour faire remonter les images sous forme d'alerte, celles qui sont qui ont un risque, une dangerosité, une situation dangereuse la plus probable. Mais ces systèmes-là ne reconnaissent pas des êtres humains, c'est-à-dire qu'ils vont traiter l'humain comme un objet et ils ne peuvent pas relier l'image qui a été analysée à une identité. Voilà, ça veut dire que si on a un objet qui est considéré comme un humain par une IA qui rentre dans un bus et que l'IA considère que cet humain qu'elle considère comme un objet contient quelque chose d'anormal, c'est-à-dire qui pourrait être une arme, eh bien le policier va recevoir une alerte et il sera beaucoup plus vigilant puisqu'il aura été moins fatigué par le visionnage quotidien permanent de ces images et il pourra être plus vigilant sur l'alerte qui lui a été envoyée. Donc il y a aujourd'hui dans l'action publique et en tout cas pour la France, ce que je connais le mieux, un niveau d'engagement dans la responsabilité pour l'utilisation des systèmes d'IA qui est très très avancé. Après, pour tout ce qui est évidemment espionnage, État, etc., là, on est sur des niveaux extrêmement confidentiels. Moi, j'ai pas énormément d'informations, Oui. mais aujourd'hui, il y a des chercheurs qui se demandent si on ne devrait pas plus être inquiet de la quantité de données en la possession d'acteurs privés, hein, de type GAFA, Oui. plutôt que des États. Des acteurs qui ne défendent pas l'intérêt général aujourd'hui ont à leur disposition des données sur leurs utilisateurs bien supérieures à ceux qu'ont les États entre les mains. Et c'est peut-être ça, de ce côté-là, qu'il faut s'interroger davantage que du côté des États. Enfin, je voudrais peut-être conclure cette discussion sur le retard accumulé par l'Europe et par la France en matière d'intelligence artificielle. On peut vraiment le combler, ce retard, selon vous, Christophe Grudler? Oui, clairement, comme je vous l'ai dit, on est le premier marché au monde, on a la plus grande base de données industrielle au monde, et donc c'est un trésor précieux que peuvent convoiter les autres. À partir du moment où on met une bulle sur tout ça, une cloche qui empêche le libre accès aux autres en disant là maintenant c'est à nos conditions et c'est avec cette réglementation, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun retard pour l'Europe par rapport à ces questions-là. Yann Ferguson, pour conclure sur ce point. Oui, d'abord, on a une excellence scientifique en la matière. Hein. Il ne faut pas oublier que plusieurs de nos chercheurs en intelligence artificielle dirigent aujourd'hui les laboratoires d'IA des géants américains. On pense évidemment à Yann Lequin qui dirige le département IA de Facebook. Il n'y a pas si longtemps encore que ça, Luc Julia, qui maintenant est chez Renault, dirigeait l'innovation chez Samsung et il a créé Siri pour Apple. Donc on a l'excellence.
On est en train de créer un écosystème de confiance. La difficulté que l'on a, c'est de faire passer à l'échelle nos entreprises, c'est-à-dire les amener vers des dimensions qui seraient pas comparables, mais en tout cas qu'on pourrait présenter avec fierté face au GAFA. Ça, c'est la difficulté que l'on a. Mais en travaillant ensemble dans le cadre de l'Union européenne, on est en train de créer une autre façon d'aborder le sujet, c'est-à-dire de créer un commun de l'intelligence artificielle, là où les Américains créent des gens industriels. Donc je trouve que c'est une autre voie qui est très intéressante à suivre pour être à la fois performant et responsable. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous pour parler de cette régulation de l'intelligence artificielle. On va se retrouver dans un petit instant pour parler cette fois de la pollution de l'air et d'une décision inédite qui vient d'être rendue par le Conseil d'État.